bienvenue chez JK raconte une histoire où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je fixais l'écran de mon ordinateur quand Kate est entrée dans la pièce. Cela faisait des mois qu'elle rentrait tard du travail, mais ce soir était différent. Il était presque 22 heures. Les enfants et moi avions déjà terminé le dîner et les devoirs. Nathan et Sophia dormaient depuis près d'une heure, et pour la première fois, ils n'avaient même pas demandé où était maman. Cette nouvelle habitude me brisait le cœur. J'avais passé la dernière heure à examiner nos finances, et le tableau n'était pas joli. Au cours des 2 dernières années, nos revenus avaient considérablement chuté, mais Kate ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier. Elle continuait à dépenser de l'argent comme si nous roulions toujours sur l'or. Je venais de payer la dernière de nos factures. Nous pourrions nous en sortir pour encore quelques mois. Peut-être. Je réexaminais aussi ce que j'avais autrefois appelé mon plan de vie. Peut-être avais-je commis une terrible erreur. Pendant 2 ans, j'avais observé ce qui ressemblait à une bombe à retardement, me demandant quand elle finirait par exploser. J'avais toujours supposé que cela arriverait un jour. Mais maintenant, je commençais à douter de moi. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là à me regarder. Dernièrement, je m'étais de plus en plus souvent perdu dans mes pensées. Le temps semblait s'écouler sans que je m'en rende compte. Finalement, elle a croisé les bras et m'a lancé ce regard de mépris bien trop familier. « Brad, je veux divorcer. » Je ne suis pas sûr de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mon esprit était tellement alourdi par le doute et le dégoût de moi-même que je me sentais presque insensible à ce nouveau coup. Ce n'était pas vraiment drôle, mais j'ai dû retenir un rire. Ma femme de 17 ans venait de me dire que c'était fini, que tout ce que nous avions construit ensemble allait finalement être détruit. Je n'avais pas ressenti cette émotion particulière depuis longtemps, et cela m'a presque fait sourire. Un soulagement. Je l'ai regardé un instant, me permettant un dernier retour à nos heureux souvenirs. Puis la réalité a repris ses droits. D'accord. J'avais toujours été un meilleur programmeur qu'un manager. Malheureusement, dans le monde de la technologie, les programmeurs sont promus chefs de projet, puis chefs de département, et finalement à la direction générale. C'est ainsi que je me suis retrouvé responsable principal du développement produit chez Atlanta Technology Solutions. C'était en gros un titre pompeux pour un commercial, même si j'étais probablement la personne la plus qualifiée pour le poste à l'époque. J'avais créé à moi seul notre gamme de produits phares, la développant de sa conception à 6 mises à jour majeures. Je connaissais notre produit mieux que quiconque dans l'entreprise. Quand les clients avaient des questions, j'avais les réponses. Quand les employés rencontraient des problèmes, je savais comment les résoudre. Ajoutez une bonne coupe de cheveux et un costume coûteux, et j'avais l'allure. L'augmentation de salaire et les avantages liés à la promotion étaient substantiels. J'étais globalement content de mon travail, mais la programmation me manquait. Dans mon nouveau rôle, je n'avais pas le temps de coder. Trop de réunions et d'appels téléphoniques m'éloignaient de ce que j'aimais, c'est-à-dire écrire des lignes de code. Au lieu de cela, je devais regarder une nouvelle génération de jeunes développeurs enthousiastes essayer de se surpasser avec leurs dernières innovations. Je ne vais pas mentir, être le patron avait ses avantages, mais j'aurais toujours aimé que la description du poste soit différente. Ce ne fut pas surprenant quand j'ai été licencié d'Atlanta Technology Solutions. Si j'avais été mon propre patron, j'aurais pris la même décision. J'assistais aux réunions de manière sporadique au mieux et je manquais les échéances bien trop souvent. Je n'essayais pas activement de me faire licencier, mais je ne faisais aucun effort pour garder mon poste non plus. La dépression qui a suivi a duré des mois. Il m'a fallu près de 3 mois juste pour sortir du marasme initial et essayer d'aller de l'avant. Mais même cette tentative fut un échec lamentable. Il a fallu un autre mois pour trouver une issue à ma situation ou du moins un moyen de vivre avec. Je pense que j'aurais complètement perdu la tête si ce n'était pas pour les enfants. Ils avaient une routine parfaite qui m'a aidé à remettre ma vie sur les rails. Petit déjeuner, école, déjeuner, goûter, devoir, dîner, lit. C'est devenu mon mantra et cela m'a aidé à retrouver mon chemin. Je me suis investi à fond dans mon rôle de père au foyer. J'ai pris en charge toutes les tâches ménagères et les responsabilités de transport. Les enfants ont vraiment apprécié de m'avoir plus souvent avec eux, et cela m'a aidé à réaliser que j'avais ENC. Hors de la valeur. Je n'étais pas complètement inutile. Si Kate a remarqué ce changement dans notre dynamique familiale, elle n'en a jamais parlé. Je suis presque sûr qu'elle n'a même pas réalisé ce qui se passait.
J'ai rencontré Catherine Riley à une fête de fraternité lors de ma dernière année d'université. J'avais presque décidé de ne pas y aller. J'avais rejoint la fraternité pour les opportunités de réseautage après l'obtention de mon diplôme, pas pour la vie sociale pendant mes études. Je me disais que j'aurais besoin de toute l'aide possible pour trouver un bon emploi. Mes notes étaient excellentes, donc ce n'était pas le problème. Tout le reste chez moi était simplement moyen. Taille, poids, apparence, personnalité, complètement moyen. Même mon nom, Bradley, était assez courant. Totalement ordinaire. Honnêtement, quand je n'étais pas devant un ordinateur, il n'y avait rien de particulièrement spécial chez moi. J'avais eu quelques relations à l'université, mais pas beaucoup. Même en dernière année, j'étais plutôt doué pour me tenir compagnie, jusqu'à ce que je rencontre Catherine Riley. Kate était presque aussi moyenne que moi, mais j'ai vite réalisé que les femmes moyennes étaient en fait très belles. Elle était un peu réservée, ce que je trouvais attirant. Je l'ai observée pendant un bon moment avant de prendre mon courage à deux mains pour lui parler. Notre première conversation fut brève et calme, mais un lien s'est créé. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés pour prendre un café et avons étudié ensemble à la bibliothèque. Nous avons passé près de 2 mois à apprendre à nous connaître avant notre premier vrai rendez-vous. À partir de ce moment-là, ce fut la période la plus incroyable de ma vie. 15 ans de pur bonheur. Nos fréquentations furent courtes et nos fiançailles encore plus courtes. Juste après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans notre premier appartement à Atlanta. Nous prenions le même train de banlieue pour aller et revenir du travail tous les jours. Nous arrivions à peine à joindre les deux bouts, mais nous étions ensemble et c'est tout ce qui comptait. Nous avions presque tout en commun, nos antécédents familiaux, nos expériences de rencontres, nos intérêts, nos objectifs. Là où nous n'étions pas parfaitement assortis, nous nous complétions à merveille. Si je n'étais pas bon dans quelque chose, Katie excellait. Si elle avait une faiblesse, c'était l'une de mes forces. J'étais meilleur pour gérer nos finances. Kate était meilleure pour gérer notre calendrier social et les horaires de la famille. Nous travaillions en équipe et nos vies s'amélioraient constamment. Au cours des années suivantes, nous avons tous deux été promus plusieurs fois. Notre cercle d'amis s'est considérablement élargi. Nous avons réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter notre première maison tout en voyageant et en nous amusant ensemble. Notre relation s'est développée naturellement avec le temps. Kate a quitté son emploi après 8 ans, à la naissance de notre fils Nathan. Un peu plus d'1 an plus tard, notre fille Sophia est arrivée. Nous avons choisi des prénoms qui nous semblaient justes pour eux, des prénoms qui leur seraient utiles dans la vie. Nous avons acheté une maison de 3 chambres en banlieue avec de la place pour un chien. Nous avons eu une berline familiale et un monospace. Dans l'ensemble, la vie se déroulait plutôt bien. 2 enfants, un animal de compagnie, une maison, 2 voitures, une vie parfaitement normale et heureuse. Je ne pensais pas pouvoir être plus heureux. J'avais tort. Ma promotion au poste de manager est arrivée peu après le premier anniversaire de Sophia. Soudain, j'ai eu l'impression d'avoir été récompensé pour des années passées au sein de la masse anonyme sans me plaindre. Comme je l'ai mentionné, mon nouveau salaire n'était pas négligeable. J'avais un emploi du temps flexible, travaillant de chez moi la plupart du temps et ne me rendant au bureau que pour les réunions d'équipe et les conférences de direction. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, et je pense que c'est vrai. Mais ce que l'argent peut acheter, ce sont de meilleurs vêtements, une meilleure apparence, de meilleurs soins de santé, une maison plus agréable dans un meilleur quartier, et surtout, de la confiance. Je suis passé de moyen à légèrement au-dessus de la moyenne. Kate est passée de moyenne, que j'avais toujours trouvée belle, à légèrement au-dessus de la moyenne, et maintenant je la trouvais absolument magnifique. Notre vie, que j'avais toujours considérée comme bonne, a atteint un nouveau niveau. Nous avons commencé à voyager davantage, à passer du temps de qualité avec les enfants et à économiser des sommes importantes pour la retraite. Quand Sophia a commencé l'école primaire, Kate a décidé qu'elle voulait reprendre un travail à temps partiel. Elle a rapidement trouvé un poste qu'elle pensait apprécier d'A. Est une petite agence de marketing. Elle se rendait au bureau après avoir déposé les enfants à l'école et était de retour pour l'heure de les récupérer. C'était parfait. Nous n'avions pas besoin de son salaire, alors. Nous pouvions économiser chaque centime. J'avais calculé qu'au moment où les enfants auraient terminé leurs études universitaires, nous pourrions prendre notre retraite très confortablement. J'ai découvert que ma femme avait une liaison complètement par accident, juste 3 mois avant notre 15e anniversaire de mariage.
C'était juste autour de mon anniversaire. J'ai en fait trouvé la preuve 2 jours avant mon anniversaire. Je n'ai simplement pas réalisé ce que cela signifiait à l'époque. Il m'a fallu plusieurs semaines pour tout reconstituer. Je n'avais pas beaucoup réfléchi au fait que Kate voulait prendre plus de responsabilités dans son nouveau travail. Cela signifiait qu'elle travaillerait quelques heures supplémentaires chaque semaine et que je devrais m'occuper davantage des allers-retours pour les enfants, mais cela n'affectait pas vraiment mon emploi du temps et j'étais heureux de soutenir sa carrière. Après environ 3 mois, j'ai remarqué que Kate semblait souvent distraite. Quand je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle essayait de trouver sa place au bureau et qu'elle se sentait un peu stressée. J'ai décidé de prendre encore plus de responsabilités ménagères pour la soulager. Lorsque notre vie intime a pris un tournant, nous en avons parlé. Elle a dit qu'elle vieillissait et qu'elle n'avait plus besoin d'être aussi active physiquement qu'avant. Pendant quelques semaines, les choses ont semblé s'améliorer, puis elles ont de nouveau décliné. J'hésitais à aborder le sujet à nouveau, craignant que cela ne mène à une dispute. J'étais au bout du rouleau quand j'ai fait la découverte. Le temps était devenu froid et je cherchais l'un de mes pulls. J'avais repris la plupart des tâches de lessive et me confondais parfois sur le placard où les choses appartenaient. Je parcourais les pulls sur l'étagère de son placard quand je l'ai vu, rangé derrière de vieilles boîtes à chaussures. Impossible de le manquer. Une boîte rose avec un ruban blanc, provenant d'une boutique de lingerie haut de gamme. La carte adressée à « Mon amour » a immédiatement attiré mon attention. Une bataille de pensées a éclaté dans mon esprit. Devrais-je regarder ou attendre? J'ai décidé que je ne pouvais pas attendre mon anniversaire pour savoir ce qu'il se passait. Veuillez excuser l'emballage de ce cadeau. Tu pourras déballer le vrai cadeau le jour de ton anniversaire quand je porterai ce qu'il y a dans la boîte. Affectueusement, Kate. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai mis les bouchées doubles pour être le mari parfait. Je m'assurais de la saluer à la porte avec des fleurs, lui faisais des massages des pieds et lui préparais ses plats préférés. Sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Elle semblait à peine tolérer mon attention. Le jour de mon anniversaire, je me suis assuré que les enfants aient terminé leurs devoirs tôt. Je ne voulais aucune interruption quand Kate me donnerait mon cadeau. J'ai été surpris quand elle est rentrée tard du travail. J'ai été encore plus confus quand elle a demandé ce que nous mangions pour le dîner, mais j'étais prêt à jouer le jeu pour obtenir ma surprise. J'ai suggéré que nous allions manger des pizzas. Les enfants étaient excités et nous sommes partis. J'ai discrètement arrangé avec notre serveuse pour que le personnel chante joyeux anniversaire avant notre départ. J'ai cru voir une surprise traverser le visage de Kate, mais elle s'est vite ressaisie. « Je te donnerai ton cadeau plus tard, Brad », a-t-elle dit avec un sourire. Le trajet de retour a été stressant. J'ai failli avoir un accident. Les 15 minutes à attendre que les enfants se préparent pour le lit m'ont semblé une torture. Et les 15 minutes après qu'ils se soient endormis ont été encore pires. Kate a opportunément dû faire un voyage d'urgence au magasin pour du lait juste après que les enfants se soient endormis. Quand je suis arrivé dans notre chambre, Kate n'était pas là. Je me suis assis sur le lit et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, elle est sortie de la salle de bain, vêtue d'une vieille chemise de nuit en flanelle, sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval. À ce stade, je commençais à être frustré. Quand allais-je recevoir mon cadeau? Elle est montée dans le lit et a tendu le bras pour éteindre la lampe, puis s'est arrêtée. Oh, j'ai presque oublié. Elle a ouvert le tiroir de la table de chevet et en a sorti une petite boîte carrée enveloppée dans le même papier ballon coloré que nous avions utilisé pour la dernière fête d'anniversaire de Nathan. Joyeux anniversaire, chérie. Et c'est tout. Elle s'est retournée, a éteint la lumière et s'est endormie. J'étais trop choqué pour même ouvrir le cadeau. Le lendemain, la dépression m'a frappé de plein fouet. J'errais-je. Où est la soirée encore et encore, essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal pour gâcher ce qui aurait dû être une nuit spéciale. J'étais complètement perdu. Pendant presque 2 semaines, je me suis vautré dans le désespoir. Cette boîte rose semblait se moquer de moi, soulignant mon échec en tant que mari. J'avais entendu tous les clichés. Le mari est toujours le dernier à savoir. Mais je dois admettre que j'étais vraiment ignorant. L'idée que Kate me trompe m'était si étrangère que je n'avais jamais même envisagé cette possibilité. Mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand elle a appelé à la maison 13 jours après mon anniversaire pour me dire qu'elle serait en retard. C'est le 30e anniversaire d'Allen et le personnel va le fêter. Je pourrais être en retard. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit en réponse en me dirigeant vers le placard de notre chambre,
mais je me souviens très bien d'avoir regardé l'espace vide où se trouvait mon cadeau. Je me souviens aussi de la douleur oppressante à la poitrine et d'avoir passé beaucoup trop de temps à vomir dans la salle de bain. J'ai cru que j'avais une crise cardiaque. Et pendant quelques instants, j'ai même espéré que c'était le cas et que tout serait bientôt fini. Alan Henderson était le patron de Kate, un directeur de publicité habile et beau parleur, de quelques années plus jeune que Kate et moi. Je ne l'avais rencontré qu'une seule fois, mais je me souvenais de ne pas l'avoir beaucoup aimé. Il paraissait faux et insincère. C'est Sophia qui m'a sorti de ma spirale. « Ça va, papa ?» Il m'a fallu quelques secondes pour me concentrer sur ma fille, qui planait au-dessus de moi, les larmes aux yeux. « Ça va, ma chérie. Papa a juste mangé quelque chose qui ne lui a pas réussi. Je sors dans une minute. J'ai juste besoin de nettoyer. » J'ai finalement réussi à quitter la salle de bain, bien que je ne me souvienne pas beaucoup de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens d'avoir trouvé ma bouteille de scotch poussiéreuse. D'après mon mal de tête le lendemain matin, j'avais clairement bu plus que quelques verres. Je n'avais aucune idée du moment où Kate était rentrée à la maison. Quand je l'ai trouvée dans la cuisine le lendemain matin, préparant le petit déjeuner pour les enfants, elle avait l'air parfaitement normale, vaquant à sa routine habituelle. Mais c'est le léger rictus que j'ai surpris sur son visage quand elle s'est assise qui a tué le peu d'amour que j'avais encore pour elle. C'était subtil, mais cela m'a dit tout ce que je devais savoir. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai confrontée à propos de sa liaison, mais je ne l'ai pas fait. J'étais juste dévasté. Tout ce que je pouvais faire, c'était fonctionner normalement. Et pendant des semaines, je n'ai pas été mieux. Je traversais la vie comme un zombie. Chaque jour, je réalisais que ma femme vivait sa vie sans aucun souci au monde. Alors que je m'écroulais, j'avais l'impression d'avoir touché le fond. Ce n'est que lorsque notre 15e anniversaire de mariage a approché que je me suis enfin ressaisi et que j'ai décidé d'agir. Honnêtement, je n'aurais probablement rien fait du tout. J'étais pitoyable et je le savais. J'aimerais pouvoir dire que j'étais en état de choc ou qu'il y avait un terme psychologique pour mon comportement. Si mon père avait été en vie, il aurait simplement dit que j'agissais comme un lâche. Et il aurait eu raison. Ce n'est que lorsque Kate a annoncé qu'elle devait assister à une conférence de travail que le brouillard s'est finalement dissipé de mon esprit. Elle serait absente pendant notre anniversaire. Je ne sais pas pourquoi ce détail comptait tant pour moi. C'était juste un autre niveau de manque de respect, mais cela m'a profondément blessé, d'autant plus qu'elle n'avait montré aucun signe de se souvenir de la date. Après m'être saoulé jusqu'à l'oubli la nuit de notre anniversaire, je me suis réveillé en colère. J'avais atteint mon point de rupture. J'ai appelé un avocat et pris rendez-vous. J'allais mettre fin à cette mascarade. J'étais certain que ma vie ne pouvait pas être pire, mais je me suis trompé. Mon attitude confiante en entrant dans le bureau de l'avocat a été rapidement remplacée par une réalité écrasante. Je savais que le divorce pouvait être compliqué, et je pensais que l'adultère de Kate jouerait en ma faveur. Au lieu de cela, l'avocat a systématiquement détruit toutes mes hypothèses. Je n'avais aucune preuve d'infidélité. Même si j'avais des preuves, cela n'aurait pas beaucoup d'importance. Kate aurait toujours droit à un partage 50-50e de nos biens. Je n'avais aucune preuve qu'elle était une mauvaise mère, donc la garde conjointe serait le meilleur scénario. La disparité de revenus jouait en fait contre moi. Je finirais probablement par payer une pension alimentaire pour conjoint et une prestation compensatoire. Kate obtiendrait probablement la garde principale et le droit de rester dans la maison dans l'intérêt des enfants. Ma femme me accent aigu. T'es infidèle et j'étais un idiot. Je suis passé de la dépression à une confusion totale. Kate a même remarqué que quelque chose n'allait pas quelques semaines plus tard. Tu n'as vraiment pas l'air bien, Brad. Quelque chose te tracasse. Non, chérie. Au moins, elle a fait semblant de s'inquiéter. J'étais juste Je dérivais dans la vie à ce moment-là. Puis j'ai été licencié. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est un reportage qui m'a donné de l'espoir. Je regardais les reportages déprimants les uns après les autres, ce qui semblait correspondre parfaitement à mon humeur. Quand cette histoire est passée, un employeur important de la côte avait fait faillite. Les anciens employés se précipitaient pour récupérer leur dernier salaire et s'inquiétaient pour leur pension. Il semblait que certaines personnes étaient dans des situations pires que la mienne. Puis le présentateur est revenu avec une analyse. Les employés gagneraient probablement leur procès contre leur ancien employeur, mais cela n'aurait pas d'importance.
Il ne reste rien. Tout l'argent a disparu. Il ne m'a pas fallu longtemps pour relier les points et élaborer un plan. Kate ne pouvait pas prendre ce qui n'existait pas. Si nous n'avions rien, il n'y aurait rien à partager. Bien sûr, je me nuirais dans le processus, mais j'allais de toute façon perdre la moitié de tout. Le reste m'importait-il vraiment? Mon plan était simple au départ. J'étais au chômage et je n'allais pas chercher un autre emploi. J'allais dépenser nos économies jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Certes, c'était imprudent et même moi ne pensais pas que ça fonctionnerait complètement, mais c'était quelque chose à quoi s'accrocher. 2 ans, c'est long, et je m'ennuyais incroyablement quand je n'étais pas avec les enfants. J'ai réalisé que Kate avait vraiment été le centre de notre cercle social. Quand elle s'est éloignée de moi, j'ai découvert que je n'avais pas d'amitié proche propre. J'étais enfant unique et mes 2 parents étaient morts jeunes. Mon père d'une crise cardiaque et ma mère d'un cancer. J'étais vraiment seul. Je pourrais vous ennuyer avec les détails de ma vie pendant ces 2 ans, mais je peux le résumer simplement. C'était horrible. Mes enfants étaient la seule bonne chose dans ma vie. Je n'avais jamais été un grand dépensier auparavant. Je gardais toujours les reçus pour tout. J'ai commencé par retirer de petites sommes d'argent chaque semaine et à les cacher. Après environ 2 mois, j'ai réalisé que nous ne dépensions pas l'argent assez vite pour faire une réelle différence. Apparemment, j'étais bon pour économiser de l'argent, mais terrible pour le dépenser. Alors, j'ai mis les bouchées doubles et j'ai ajusté mon plan original. Je me suis inscrit à un programme de MBA exécutif dans une université locale chère, en payant près de 120 000 $ d'avance. J'ai acheté un SUV de luxe pour 60 000 $ en espèces. J'ai entièrement financé les comptes d'épargne universitaire des enfants, ce qui a représenté 260 000 $ supplémentaires. J'ai dépensé des milliers pour une nouvelle garde-robe et j'ai commencé à retirer de l'argent 2 fois par semaine. Ma routine est devenue déposer les enfants à l'école, passer à la banque, puis me diriger vers le casino. Je n'ai jamais réellement joué l'argent que je prenais, juste quelques dollars ici et là pour les apparences. Je dépensais assez pour donner l'impression d'y avoir passé la journée, y compris les reçus pour le déjeuner, les collations et le parking. La majeure partie de l'argent allait dans un coffre-fort mural dans notre garage, mon trésor de guerre personnel post-divorce au cas où les choses tourneraient mal. Ma autre dépense majeure a été d'engager un détective privé pour surveiller en permanence Kate et ses activités. J'ai demandé tout, vidéos, photos, rapports quotidiens. J'ai honte d'admettre combien cela m'a coûté. Vous vous demandez probablement si Kate a remarqué ses dépenses. Je dirais oui, à l'exception des jeux de hasard. J'ai dû lui parler du transfert d'argent sur les comptes des enfants parce que j'avais besoin de sa signature sur les documents fiduciaires. Elle a vu ma nouvelle voiture et mes nouveaux vêtements, mais n'a jamais rien dit à ce sujet. Je suis sûr qu'elle pensait que je travaillais toujours et que nous étions toujours à l'aise financièrement. Elle a fait quelques achats aussi, mais je n'ai jamais commenté. Je me demandais souvent qui bénéficiait le plus de ces achats fréquents de lingerie. Nous n'en avons tout simplement jamais discuté. Nous étions polis l'un envers l'autre et communiquions sur les nécessités quotidiennes, mais c'était comme vivre avec un colocataire que l'on n'appréciait pas particulièrement. Quant à l'intimité, n'y pensais même pas. Passer du temps avec mes enfants était le point culminant de mon existence. J'ai fait de mon mieux pour soutenir tout ce qui les intéressait. Nous faisions et devoirs ensemble, jouions à des jeux, allions dans les parcs, faisions du vélo et allions au cinéma. Puisque j'avais repris la cuisine, il semblait intéressé à m'aider en cuisine. Je trouvais des recettes simples et les laissais participer. Kate se présentait généralement à un moment donné pendant ses activités familiales. Je ne l'excluais pas, mais je n'essayais pas non plus de l'impliquer. Si elle voulait participer, elle le faisait simplement sans rien me dire. Je recevais des rapports hebdomadaires sur les activités de Kate. J'avais initialement pensé qu'elle avait juste une liaison avec son patron, mais il s'est avéré que plusieurs hommes de son bureau étaient impliqués. Après quelques mois, certains clients de l'entreprise sont également apparus dans les rapports. Est-ce que ça a fait mal? Pas vraiment. Je la soupçonnais déjà d'infidélité. Avoir la preuve ne m'a pas fait plus de mal que le simple soupçon. Les rapports n'étaient pas particulièrement intéressants à lire. D'une certaine manière, j'étais soulagé, bien que pas beaucoup. Il était clair qu'Alan Henderson n'était pas particulièrement doué comme amant, bien qu'il semblait aimer partager ses découvertes avec plusieurs femmes différentes. Cela m'a quelque peu surpris. J'avais supposé, d'après le comportement de Kate, qu'elle et lui avaient une sorte de relation exclusive, mais apparemment,
ils étaient plutôt des partenaires occasionnels. Elle se rendait simplement disponible pour lui chaque fois qu'il le voulait. C'était la même chose avec la plupart des 6 autres hommes impliqués. Mais il y avait un client, un type intello avec des lunettes, qui a vraiment profité de la volonté de Kate de plaire. Les photos et vidéos étaient trop floues pour dire si elle appréciait, mais cela me semblait assez inconfortable. Malgré mon chômage et tout le stress, j'avais beaucoup de temps libre. J'ai décidé de me concentrer sur la préparation de ma vie après le mariage, qui, je suppose, arriverait finalement. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement. J'avais toujours été en assez bonne forme, mais rien de spécial. Pendant cette période, j'ai fait de bons progrès en haltérophilie et en course de fond. Je crois que les grands physiques et la beauté naturelle sont principalement génétiques et je n'avais clairement pas gagné cette loterie. Cependant, j'étais très content des améliorations que je faisais. J'ai aussi commencé à rechercher les développements dans mon ancienne industrie. Je me suis dit que j'aurais à nouveau besoin d'un emploi à un moment donné. Une année loin du monde de la technologie m'avait laissé à la traîne. J'ai passé plusieurs heures par jour à apprendre les nouvelles technologies et plateformes logicielles. J'étais particulièrement intéressé par ce qui se passait dans mon ancienne entreprise, ATS. Il semblait stagner, ne perdant pas de part de marché, mais ne gagnant pas non plus en dynamisme. Dans le secteur de la technologie, si vous restez immobile, vous prenez du retard. J'ai aussi passé un temps considérable à étudier le droit du divorce. Une partie de mes recherches consistait à élaborer des stratégies pour me protéger et minimiser les avantages de Kate. La majeure partie de mon temps, cependant, a été consacrée à apprendre comment le divorce affecte les enfants. J'avais déjà surmonté la majeure partie de ma propre douleur émotionnelle. Les enfants avaient joué un grand rôle dans ce processus de guérison. Je voulais m'assurer que lorsque leur monde changerait, je serais entièrement préparé à les aider à traverser cette épreuve. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur le sujet, bien que je pensais que la plupart n'étaient que des absurdités complètes. 8 mois après le début de mon projet, j'ai commencé à paniquer. Kate a recommencé à rentrer à des heures régulières. Elle a commencé à me parler, me demandant comment s'était passée ma journée. J'ai répondu sèchement, mais elle n'a pas semblé dérangée par ma froideur. Elle a commencé à s'habiller plus élégamment pour se coucher, comme si elle essayait de raviver l'intimité que nous avions autrefois partagée. Quelques semaines plus tard, les choses sont devenues encore plus préoccupantes. Pendant 1 an et demi, elle avait été émotionnellement absente, faisant ses propres affaires. Maintenant, elle se plaignait de notre manque de communication. Elle a commencé à parler de travailler sur notre mariage. Alors j'ai complètement cessé de lui parler. Silence complet. Ses tentatives de réconciliation ont continué jusqu'à son anniversaire. J'ai laissé son cadeau sur la table de la salle à manger. Le papier cadeau aurait dû lui sembler familier. J'avais utilisé le même papier qu'elle avait utilisé pour mon dernier cadeau d'anniversaire. Le contenu n'aurait pas dû être une surprise non plus. 6 mois plus tôt, j'avais ouvert le dernier cadeau d'anniversaire que j'avais reçu de Kate. C'était une montre avec un affichage numérique bon marché. Quand j'ai repéré mon cadeau d'anniversaire dans la section des achats impulsifs de notre supérette du coin, j'étais furieux. Une montre à 9,95 $ d'un dépanneur. Sérieusement. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient un modèle féminin assorti, je me suis calmé. J'ai acheté les 2 montres et j'ai attendu 18 mois pour lui donner la sienne. J'aurais aimé voir sa réaction, mais je n'étais pas là quand elle l'a ouverte. Je l'ai ouverte. Les enfants et moi avons eu une soirée cinéma improvisée et sommes rentrés assez tard. Elle était partie avant même que nous nous levions le lendemain matin. Soudain, tout est redevenu normal. Kate a commencé à rester de plus en plus tard au bureau. Nous nous parlions à peine quand elle était à la maison. Et finalement, elle a prononcé ces mots, « Brad, je veux divorcer ». J'espérais qu'elle gérerait ça rapidement, mais il a fallu presque une semaine avant que je reçoive sa requête. C'était presque risible. Prestations compensatoires, pension alimentaire pour les enfants, répartition inégale des biens en sa faveur, avec des abus psychologiques et émotionnels cités comme motifs. J'ai attendu le lundi suivant avant d'emmener les enfants camper. Je ne voulais pas qu'ils soient là quand je déchaînerais l'enfer. Nous sommes rentrés 6 jours plus tard, reposés et rafraîchis. Kate nous attendait à la maison, assise seule dans le salon. Elle avait l'air terrible. Je crois qu'elle avait peut-être la grippe. Je me demandais quel détail l'avait le plus surprise. J'avais demandé le divorce pour cause d'adultère. J'avais demandé la maison,
le seul bien immobilier qui nous restait, et la garde exclusive des enfants. J'avais demandé une prestation compensatoire et une pension alimentaire pour les enfants puisque j'étais au chômage et que j'avais assuré la garde à temps plein des enfants pendant 2 ans. J'avais intenté des procès pour aliénation d'affection contre les 7 partenaires de Kate. Je n'avais aucune illusion quant à la victoire dans l'une d'entre elles, mais la loi de Géorgie m'autorisait à les déposer, alors je l'ai fait. J'avais également intenté des poursuites civiles contre son employeur et les entreprises des 3 clients qui avaient été impliqués avec ma femme. Encore une fois, je ne m'attendais pas à gagner, mais la publicité négative pourrait jouer en ma faveur. Finalement, j'avais envoyé un DVD des plus grands succès de Kate à ses parents et à sa meilleure amie, afin qu'elle sache que je n'avais pas peur d'utiliser les preuves que j'avais. Elle devait comprendre l'ampleur de ce que je savais. Tout était détaillé dans ma contre-requête, mais je ne voulais prendre aucun risque. Les enfants ont pris leur goûter et sont allés dans leur chambre pour se préparer à dormir. Ils ont complètement ignoré leur mère et elle n'a fait aucune tentative de les reconnaître. J'ai attrapé une bière dans le réfrigérateur, puis je me suis installé dans le fauteuil en face de Kate dans le salon. Elle ne m'a pas regardé pendant longtemps. J'ai juste savouré ma bière. En plus d'avoir l'air malade, elle semblait pleurer pour quelque chose. Peut-être était-elle blessée. Finalement, elle a parlé, mais à peine au-dessus d'un murmure, « Tu vas me ruiner ». J'ai attendu qu'elle lève les yeux pour qu'elle puisse voir l'expression dans mes yeux quand j'ai répondu. Cela a pris quelques secondes. Mon Dieu, j'espère bien. Je pensais que ce moment serait plus dramatique lorsqu'une seule larme est apparue dans son œil et a roulé sur sa joue. Je n'ai rien ressenti. Me détestes-tu à ce point? Oh non, Kate. Je ne te déteste pas. La haine demande de l'effort. Et je peux honnêtement dire que je ne fais absolument aucun effort pour penser à toi. Tous mes efforts sont consacrés à prendre soin de moi et de mes enfants. Mais je suis ta femme. Stop. Je ne vais pas laisser quelqu'un comme toi ternir la réputation de ma femme. Ma femme était une femme aimante, attentionnée, ma meilleure amie, ma partenaire et la mère de mes enfants. Elle est partie, et tu es la personne qui a pris possession de son corps. Ne prétends pas avoir quoi que ce soit à voir avec moi. Il a fallu longtemps avant qu'elle ne parle à nouveau. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Est-ce une question rhétorique, ou veux-tu vraiment ma réponse? Je ne l'ai pas laissé répondre avant de continuer. Je suppose que tu as plusieurs options. Tu pourrais partir très, très loin et essayer de commencer une nouvelle vie. C'est ce que je choisirais si j'étais toi. Je ne laisserai jamais mes enfants passer un temps significatif avec toi. Donc, cela ne devrait pas affecter ta décision de partir. Ou tu pourrais essayer de rester ici, de traîner en ville, d'essayer de garder la tête haute. Mais qui c'est qui entendra parler de tes petites aventures ou qui voudrait embaucher quelqu'un avec ta réputation? Peut-être te mettras-tu avec un perdant qui se fiche de ton passé. Mais quel genre de perdant serait-ce? Ou tu pourrais mettre fin à tout. J'espère vraiment que tu ne choisiras pas cette option. Cela me priverait de te voir faire face aux conséquences de tes choix. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que mon opinion compte pour quelqu'un comme toi. Cela n'a certainement pas compté quand tu étais occupé à détruire notre famille. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce. Je pensais ressentir de la satisfaction après cette confrontation, mais au lieu de cela, je me suis senti vide. La vie après le divorce s'est avérée meilleure que je ne l'avais espéré. Les procès se sont déroulés bien mieux que je ne l'avais espéré. J'ai reçu un peu plus d'1 million de dollars en règlement de 3 entreprises dont les employés avaient été impliqués avec Kate. Cela m'a surpris car mon avocat m'avait dit de ne pas m'attendre à grand-chose. Lors de notre analyse post-affaire, nous avons conclu qu'une fois la nouvelle concernant l'entreprise de Kate s'est répandue, il ne voulait pas faire face à la publicité négative. Nous avons systématiquement détruit son employeur par le biais de demandes de communication de preuves, de dépositions et de fuites médiatiques stratégiques. J'ai également lancé ma propre campagne secrète, envoyant des courriels aux PDG de leurs clients restants avec des informations détaillées sur Kate, son patron et leurs collègues. Voulez-vous vraiment être associé à cette entreprise lorsque le scandale éclatera? Cela a pris du temps, mais progressivement leurs revenus se sont taris. Les employés qui ne voulaient pas être associés au scandale ont démissionné. Finalement, ils ont déposé le bilan. Alan Henderson a été licencié et a quitté la ville en disgrâce. Le règlement de 200 000 $ que j'ai reçu était plus petit que mes autres victoires, mais beaucoup plus satisfaisant. Je n'ai rien obtenu des procès pour aliénation d'affection. Je ne m'y attendais pas. Cependant,
4 autres épouses ont demandé le divorce après avoir appris les affaires de leur mari. Il y avait donc une certaine justice là-dedans. Tout n'a pas été facile. J'ai aussi été blessé dans le processus. Il n'était pas rare que je rencontre quelqu'un qui connaissait ma situation. Les moqueries et les commérages sont devenus incontrôlables pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'était une chance ou non, mais je m'en fichais. Je me sentais déjà comme un échec, donc les paroles des autres ne pouvaient pas me blesser beaucoup. Certaines de ces personnes étaient réellement cruelles. J'ai réussi à protéger mes enfants de la majeure partie des retombées. Cela avait toujours été ma principale préoccupation. Ils ont été tristes pendant un certain temps, mais se sont bien remis. Ma plus grande victoire a été de revenir chez ATS en tant que vice-président de la conception et du développement. Revenir à la programmation était une façon de me changer les idées de mes problèmes personnels. En 2 années intensives, j'ai développé un module complémentaire au logiciel ATS de base qui permettait une intégration transparente avec 2 autres plateformes concurrentes populaires. J'ai créé ma propre entreprise et commencé à accorder des licences pour mon développement. Moins d'1 an plus tard, j'ai reçu des offres d'acquisition des 3 entreprises. J'ai vendu mon entreprise pour 11 millions de dollars et j'ai reçu un ensemble de rémunérations incroyables de la part d'ATS. J'avais envisagé une retraite anticipée, mais compte tenu de mon manque total de vie sociale, j'étais sûr de devenir un ermite si je n'avais pas une raison de quitter la maison tous les jours. Mon nouveau revenu m'a permis d'embaucher une merveilleuse femme âgée pour servir de gouvernante et de s'occuper des enfants. 1 an plus tard, Madame Elena Martinez a emménagé à temps plein avec nous, s'installant dans un appartement au-dessus du garage de notre nouvelle maison. Elle est devenue comme une grand-mère pour mes enfants, principalement douce et gentille, mais ferme lorsque c'était nécessaire. Ce que j'appréciais le plus était la sagesse qu'elle pouvait partager avec eux, le genre qui ne vient que de l'expérience de vie. J'aimais mes enfants et faisais de mon mieux pour être un père attentionné et présent. Mais j'étais aussi blessé, amer et froid. Je comptais sur Madame Martinez pour me guider lors des décisions importantes. Les enfants ont grandi et sont devenus adultes. Je les voyais, eux et leurs familles, occasionnellement, mais malheureusement, notre proximité s'est estompée avec le temps. Je ne leur en voulais pas pour cela. Il était préférable de garder une certaine distance afin que mon amertume n'affecte pas leur vie. Madame Martinez a travaillé pour moi jusqu'à ce que les enfants partent à l'université, puis elle a pris sa retraite. Je lui ai offert le gîte et le couvert gratuitement en guise de pension. Elle a été une présence constante dans ma vie pendant 15 ans, essayant toujours de me faire revivre et de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie. J'appréciais ses efforts, mais elle est finalement décédée. Accent aigu en sachant que je serais toujours seul. Je ne me suis jamais ouvert à personne d'autre. Mes amitiés sont restées superficielles et insatisfaisantes. Je n'ai jamais eu de rendez-vous amoureux, à l'exception de quelques dîners de groupe organisés par des amis bien intentionnés. J'ai acquis une réputation bien méritée de personne froide et impitoyable qu'il ne fallait pas contrarier. Pour la plupart, on m'évitait, et je n'en voulais à personne d'autre que moi-même. Ma richesse croissante m'a permis d'entretenir des relations avec des compagnons professionnels. Je payais généreusement leur temps et leur compagnie. La plupart du temps, je gardais les choses brèves et impersonnelles, mais il y avait une personne avec qui j'avais vraiment connecté. Elle s'appelait Candy. J'ai appris plus tard que son vrai nom était Marie-Beth. Je pense que je représentais plus pour elle qu'un simple client, mais je ne pouvais pas imposer mon bagage émotionnel à quelqu'un d'autre. Quand j'ai senti qu'elle s'attachait trop, j'ai mis fin à la relation. C'était mieux ainsi. Si vous vous demandez ce qui est arrivé à Kate, elle a eu une vie très difficile. Elle a essayé de me contacter pendant près d'1 an. Je n'ai jamais compris pourquoi. Pensait-elle que nous pourrions nous réconcilier? Espérait-elle une relation avec mes enfants? Je l'avais prévenue, mais elle n'avait pas écouté. Elle a essayé de rester à Atlanta, et j'ai rendu cela impossible. Quand elle postulait à des emplois, je m'assurais que son passé professionnel devienne de notoriété publique. Quand elle a commencé à fréquenter quelqu'un, ce qui s'est produit presque immédiatement, j'ai envoyé des dossiers détaillés à ses partenaires potentiels, avec des informations sur la femme avec qui il s'engageait. Peu m'importait s'il voulait la garder après avoir appris la vérité, mais je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire en la cachant. Je devais vivre avec les conséquences de ses actions chaque jour, il était donc juste qu'elle le fasse aussi. Mon ex-femme a continué sa campagne d'appels téléphoniques sans réponse et de mails que je n'ai jamais lus ni auxquels je n'ai jamais répondu. Je pense qu'une partie malsaine de moi voulait qu'elle souffre un peu. Je suppose qu'une intervention précoce avec une aide professionnelle aurait été appropriée.
Cela aurait pu sauver une partie de mon âme et me permettre de me remettre sur les rails, mais je n'y suis jamais allé. Et avec le temps, il a commencé à sembler trop tard pour changer quoi que ce soit. J'aurais pu changer mon numéro de téléphone, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu demander à un assistant de gérer mon courrier, mais je l'ai toujours fait moi-même. J'aurais pu bloquer ses emails. Cela m'aurait empêché de voir accidentellement ces tentatives désespérées de communication. C'était un flux constant d'excuses qui ne voulaient rien dire. La situation devenait incontrôlable. Elle m'avait toujours aimé. N'est-ce pas? N'avait-elle pas assez souffert? J'ai répondu avec un cadeau et un simple mot. J'ai acheté de la lingerie dans son magasin préféré et je l'ai soigneusement emballée avec un ruban blanc transparent qui faisait vraiment ressortir le rose de la boîte. J'ai inclus une note manuscrite. Je suis sûr qu'elle a apprécié l'ironie quand elle a ouvert la carte adressée à quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'espère qu'elle a compris mon message. Je pensais que Va au diable était assez clair. L'un de ses petits amis potentiels a en fait essayé de me tenir responsable d'avoir tourmenté mon ex-femme. Il s'est présenté à ma porte plein de courage liquide et m'a poussé quand j'ai ouvert, me faisant tomber. Ce fut son erreur. Comme je l'ai dit, je n'ai rien de spécial. Je n'avais aucune formation en arts martiaux ni d'antécédents militaires. J'étais juste un gars ordinaire qui n'avait jamais été violent. Bon sang, je n'avais même jamais été impliqué dans une vraie bagarre. Mais ce que j'avais, c'était une rage pure et non diluée. Des années de haine refoulée pour ma femme et ses amants. Il est devenu la cible malheureuse de toute cette fureur. Je me suis retrouvé avec un visage contusionné et une côte fêlée. Il a eu de la chance d'être en vie. Il a plaidé coupable d'agression et d'intrusion et a obtenu une liberté conditionnelle en tant que délinquant primaire. Je pense que les mois de chirurgie reconstructive et de rééducation ont fait une plus grande impression sur lui que les conséquences légales. Kate n'a plus jamais essayé de me contacter après cet incident. J'ai cessé de suivre ses activités un an plus tard, quand elle a trouvé un emploi stable comme femme de chambre dans un hôtel économique d'une petite ville rurale de Virginie, à environ 700 mètres de là. La seule fois où je l'ai revue, c'était 16 ans plus tard au mariage de ma fille. Je savais que les enfants avaient renoué avec Kate quelques années après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Je n'ai fait aucune tentative pour les empêcher la retrouver. Ils étaient adultes et pouvaient prendre leurs propres décisions. Les années n'avaient pas été tendres avec elle. Elle avait pris au moins 9 kilos et avait de profondes rides autour de la bouche, dues à ce que je supposais être une nouvelle habitude de fumer. Dans l'ensemble, elle avait l'air vieille et usée. Mais sous tout cela, je pouvais encore voir la femme à qui j'avais jadis donné mon cœur. Je ne ressentais rien pour elle, mais je la reconnaissais. Elle était assise seule près du fond de l'église. Son interaction avec Sophia fut brève, polie, mais distante. Elle n'a fait aucune tentative pour me parler pendant la soirée. Nous ne nous sommes jamais approchés à moins de 9 mètres l'un de l'autre. Elle était dehors, attendant un taxi, quand j'ai remarqué la bague à son doigt. J'ai souri pour la première fois depuis des années. Peut-être avait-elle trouvé quelque chose de mieux que ce que j'avais. À en juger par la simple alliance en or et le modeste diamant à sa main gauche, je me suis approché et l'ai regardé un instant. Quand j'ai levé la tête et croisé son regard, j'y ai vu une profonde tristesse. Au fait, ai-je dit doucement. C'est toi qui as ruiné ma vie en premier. J'ai regardé sa main gauche, puis de nouveau ses yeux. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rendra heureuse. Je me suis dirigé rapidement vers ma voiture où mon chauffeur m'attendait déjà. Bonsoir, monsieur Thompson. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, monsieur. Allons-nous au club? Cela s'est passé aussi bien que je pouvais l'espérer, Jonathan. Rentrons directement à la maison. Je pense que j'aimerais être seul ce soir. Bien sûr, monsieur. Alors que nous partions, j'ai essayé de ne pas regarder en arrière, mais j'ai aperçu un bref instant sa silhouette immobile. Au revoir, Kate. Au revoir, Brad. Bradley Thompson n'était pas un homme beau. Il n'avait rien de remarquable au premier abord. Mais il était très gentil, agréable à regarder, intelligent et différent des autres gars. Notre première rencontre a eu lieu lors de ce qui fut probablement la pire nuit de ma vie universitaire. Mes sœurs de sororité m'avaient laissé tomber au milieu d'une soirée de fraternité. Elles avaient promis que nous resterions ensemble toute la nuit, mais ont sauté sur la première occasion de flirter avec quelqu'un du groupe populaire. Je les ai attendues pendant 2 heures pendant qu'un groupe de gars ivres me draguait.
Quand il s'est finalement approché de moi, Brad m'a regardé droit dans les yeux. Il s'est présenté poliment et a fait la conversation pendant quelques instants. Il parlait presque à voix basse, mais ses yeux ne quittaient jamais les miens. Après un moment, il est parti. Ce fut un plaisir de vous parler, Catherine. J'aimerais vous inviter à prendre un café un de ces jours. Voici mon nom et mon numéro de téléphone si cela vous intéresse. Merci de m'avoir parlé. Ce fut le moment fort de mon semestre. Certes, j'ai failli ne pas l'appeler. J'ai attendu un peu plus d'une semaine avant de décider quoi faire. Nous nous sommes rencontrés pour un café. Il m'a posé toutes sortes de questions. J'ai trouvé très facile de lui parler. C'est au cours de cette première conversation que j'ai réalisé ce qui le rendait unique. Extérieurement, il était calme et modeste. Il n'était pas laid. Peut-être même un peu beau, mais il était brillant. C'était évident. Il pouvait parler de n'importe quel sujet et était très instruit sur toutes les questions que je lui posais. Il a dit qu'il étudiait l'informatique, mais il aurait évidemment pu choisir n'importe quelle autre matière. Nous avons commencé à parler de mes matières, surtout celles avec lesquelles j'avais des difficultés, en particulier la philosophie ancienne. Je faisais des études de commerce et de publicité. Malheureusement, j'avais repoussé quelques-uns de mes cours optionnels les moins appréciés, et j'avais un peu plus de difficultés que je ne l'avais espéré. Brad n'a jamais quitté mes yeux. Tout comme lors de notre première rencontre, il m'a regardé droit dans les yeux pendant toute notre conversation. Son motif était clair. Il s'intéressait sincèrement à moi en tant que personne. J'étais flatté. Il a suggéré que nous étudions ensemble au foyer étudiant ou à la bibliothèque. Ainsi, 3 jours plus tard, nous étions de nouveau ensemble. Je n'appellerais pas ça étudier. Je préférerais appeler ça du tutorat avancé. Brad a passé 3 heures à la bibliothèque le vendredi soir à me donner l'aide dont j'avais besoin pour réussir mon examen de philosophie. Quand je ne comprenais pas quelque chose, il s'excusait pour ses méthodes d'enseignement et essayait autre chose. Il était si patient. Il ne m'a jamais fait me sentir stupide quand je ne comprenais pas. Je pouvais sentir son excitation au téléphone quand je l'ai appelé pour lui dire que j'avais réussi l'examen le mardi suivant. Je pouvais dire qu'il était fier de moi. Il n'a accepté aucun éloge pour m'avoir aidé, disant qu'il était en fait égoïste d'essayer de passer du temps avec moi et que c'était le moment le plus agréable qu'il avait passé sur le campus. J'ai aussi appris en quoi Brad était différent des autres gars. Pendant la semaine, il était uniquement concentré sur ses études. Il n'y avait pas de soirée, pas d'alcool, rien qui puisse être considéré comme une distraction. Au début, cela m'agaçait, mais ensuite cela a commencé à me plaire. Pendant les semaines suivantes, nous n'avons pas eu de rendez-vous que j'appellerais de vrais rendez-vous, mais il m'appelait tous les jours juste pour me parler et savoir comment j'allais. Il me laissait des notes pour me faire savoir qu'il pensait. Nous nous retrouvions quand même pour prendre un café ou à la bibliothèque, et 1 ou 2 fois nous avons déjeuné ensemble. Quand nous étions ensemble, il continuait à me poser des questions sur moi et ma famille, mes centres d'intérêt et mes rêves. Si je lui posais des questions, il était ouvert et honnête. Un jour, je lui ai demandé s'il avait peur de quelque chose. C'était ma question préférée en matière de rencontre. J'avais lu dans un magazine que cette question aidait à comprendre à quel point une personne vous faisait confiance. J'étais préparé aux réponses typiques des hommes. Dans le passé, elles allaient de rien à quitter l'université sans avoir eu de relations intimes. Brad est resté silencieux pendant 1 minute, le regard dans le vide. Puis il m'a regardé dans les yeux et a dit, « J'ai peur de ne pas être un bon père. » J'étais fils unique. Ma mère et mon père sont morts quand j'étais au lycée, mais nous n'avons jamais été très proches. J'ai vécu avec mon oncle jusqu'à l'obtention de mon diplôme de fin d'études secondaires. C'était un coureur de jupons et nous avions très peu en commun. Je pense qu'il a été soulagé quand je suis parti à l'université. Je veux me marier. Je veux des enfants, mais je n'ai pas l'expérience d'une vie au sein d'une famille aimante et solidaire. Je veux être un bon père, mais j'ai peur de ne pas savoir comment faire. Il s'est tu. Je pense qu'il cherchait aussi une sorte de réponse. Est-ce trop, a-t-il demandé. Non, Brad, pas trop. Juste ce qu'il faut. Environ 4 semaines après le début de notre relation, Brad m'a demandé si j'étais libre le samedi. J'ai répondu par l'affirmative, et il a dit qu'il passerait à la sororité à l'heure du déjeuner. Les jours précédents ce samedi furent étranges. Je n'arrêtais pas de demander à Brad ce qu'il préparait. Il refusait de me le dire.
Mes sœurs de sororité me souriaient et chuchotaient sans cesse. J'étais sur les nerfs. Quand il est enfin arrivé, il était vêtu de bordeaux et de bleu ciel. Ses 3 amis de la fraternité étaient habillés de la même manière et portaient une grande glacière et 2 énormes plateaux de nourriture. Brad tenait un DVD dans une main et un maillot de West Ham pour moi dans l'autre, un sourire rayonnant sur son visage. Il m'a demandé de lui montrer la grande salle de la maison. Lorsque nous avons tourné au coin, la plupart des filles de la sororité étaient habillées aux couleurs de West Ham et ont commencé à chanter. J'étais choqué. Une fois, pendant peut-être 30 secondes, je m'étais plainte d'avoir manqué le voyage de ma famille en Angleterre. J'avais un cousin éloigné qui faisait partie de l'équipe de club de West Ham United, et ma famille avait prévu un voyage à Londres pour le voir jouer. Malheureusement, le voyage tombait sur une semaine d'examen très importante pour moi, et je n'avais pas pu y aller. J'avais été très déçu et je l'avais partagé avec Brad. Il avait demandé à un ami dans un bar sportif local d'enregistrer le match de West Ham par satellite. Il avait étudié les chants de l'équipe, les avait appris à ses amis et à mes sœurs de sororité, et avait regardé le match pour savoir quand les lancer. Lui et ses amis avaient apporté plusieurs caisses de bière anglaise et avaient cuisiné du fish and chips. Pendant le match, nous avons chanté, bu et applaudi. À la 72e minute, il a fait taire tout le monde et m'a dit de faire attention à l'écran. J'ai pu voir mon cousin marquer son premier but en Premier League. Un enregistrement différé, bien sûr, mais personne d'autre dans ma famille n'aurait pu en dire autant. C'était la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Quand ce fut terminé, lui et ses amis ont tout nettoyé et sont partis. Brad a dit qu'il m'appellerait plus tard. Je suis resté seul à repousser les moqueries sur le regard rêveur que j'avais dans les yeux. Ça en valait la peine. Nos conversations téléphoniques, nos mots et nos cafés ont continué pendant quelques semaines encore jusqu'à ce qu'un jour, en sirotant un café latte, je remarque qu'il avait l'air extrêmement nerveux. « Tout va bien, Brad ? » ?»« Quoi ? » ?»« Oh, oui. »« Oui, bien sûr. Je me demandais juste si tu avais des projets pour vendredi soir. Et si tu étais libre, si tu voulais dîner avec moi, tu sais. Est-ce, comme un rendez-vous amoureux, vendredi soir. J'adorerais dîner avec toi, Brad. Le soulagement sur son visage était surprenant. Il a été rapidement remplacé par l'un des plus larges sourires que j'ai jamais vus. Il était sur son visage alors qu'il finissait son café, que nous sortions, et qu'il se retournait pour me faire un dernier signe en se dirigeant vers son cours. Je pouvais le voir après d'un pâté de maison. À partir de ce moment-là, tout autour de moi fut un parfait tourbillon d'amour, de romance et d'amitié. J'ai eu de meilleurs résultats scolaires que jamais auparavant. Je m'amusais plus que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. Les gens ont aussi commencé à me traiter différemment. J'étais plus à l'aise d'être moi-même, la femme que Brad aimait, et je pense que les gens étaient attirés par cela. Je dirais qu'être avec Brad était comme prendre des vitamines quotidiennes pour l'ego. Il s'est peut-être toujours sous-estimé, mais il n'a jamais hésité à me décrire dans les meilleurs termes. En fait, c'était probablement le contraire. Brad était un très bel homme, en forme, voire un peu athlétique. Il était toujours soigné, à la limite de l'élégance. Il était agréable à côtoyer et aimait tout le monde, mais il était un peu timide avec les nouvelles personnes. Je pouvais dire sans aucun doute qu'il était toujours la personne la plus intelligente de la pièce, y compris les professeurs, et tout le monde le savait. Mais avec une attitude décontractée, il évitait les projecteurs et l'attention. Il me disait souvent qu'il n'était qu'un gars ordinaire qui avait gagné le gros lot en me rencontrant. Je me décrirais comme jolie. Mes amis me décrivaient comme mignonne. Ma famille me décrivait comme mignonne. J'ai toujours été un peu complexé par mon apparence et mon corps. C'était difficile de ne pas l'être. Certaines de mes sœurs de sororité étaient magnifiques, avec des allures de mannequin et des corps de bikini assortis, mais il était difficile de ne pas sentir que je possédais quelque chose de spécial. En me regardant à travers les yeux de Brad, je pouvais dire que plus j'étais avec Brad, plus je me sentais précieuse. J'étais aux anges quand est venu le temps du bal de fin d'année. L'un des rituels ridicules de fin d'année de la sororité était de noter les petits amis. Étant l'une des rares sœurs sans petit ami de longue date, je n'avais jamais pu y prendre part. C'était un événement très apprécié par un grand groupe d'anciennes élèves, et il y avait toujours beaucoup de monde. C'était assez simple. Chaque sœur venait seule devant les anciennes élèves rassemblées et pouvait donner un exemple positif ou négatif du petit ami d'une autre sœur de l'année précédente. La sœur dont le petit ami recevait le plus de commentaires positifs gagnait. Je ne peux pas dire que j'ai été complètement choqué par le résultat,
mais j'étais un peu choqué. Pour la première fois en 29 ans d'histoire de cet événement, mon Brad a reçu tous les commentaires positifs, un de chaque sœur. Je ne m'étais jamais senti aussi fier et j'étais un peu déçu que, traditionnellement, je ne puisse pas lui faire savoir qu'il avait gagné. 3 jours plus tard, j'ai trouvé un moyen de le récompenser. Le lendemain de la remise des diplômes, Brad m'a ramené chez moi. J'étais originaire de Marietta et Brad s'était vu offrir un emploi à Atlanta. Nous avons passé 2 heures sur la route, main dans la main, à parler. Nous nous sommes arrêtés pour un petit déjeuner rapide et un baiser. Nous sommes arrivés à ma maison d'enfance juste avant le déjeuner. Brad a passé les 2 heures suivantes à charmer mes parents. J'ai été un peu surprise quand il a demandé s'il pouvait offrir une bière à mon père. Ils sont partis avant que je ne puisse même protester. Maman a souri, les yeux embués. Oh, Catherine, celui-là, il faut le garder. Crois-moi, maman, je sais. Brad et papa ont souri et ri tout le long du chemin jusqu'à la porte d'entrée quand ils sont finalement revenus 2 heures plus tard. Brad m'a dit qu'il reviendrait me chercher pour le dîner après s'être installé à l'hôtel. Il a rapidement dit au revoir à mes parents et est parti. La dernière chose qu'il m'a dite, c'est qu'il avait demandé à mon père la permission de m'épouser. Cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. C'était magique. Après un merveilleux dîner italien romantique, Brad m'a demandé en mariage sur la terrasse d'observation du Weston Peachtree Plaza. C'était une belle soirée claire, et les lumières de la ligne d'horizon d'Atlanta égalaient presque la lueur dans mon cœur. Être vierge à l'université provoquait toujours une légère gêne. Je suis sûr que j'étais la seule sœur de la sororité qui restait dans la maison. Mais cette nuit-là, c'était un cadeau précieux, faisant partie d'un ensemble assorti. Brad s'est donné à moi cette nuit-là. Je pouvais le sentir. Il était patient, aimant et tendre. Je n'aurais pas pu rêver d'une première expérience plus parfaite. Je lui ai demandé où il avait appris à être un si fantastique amant. Modeste comme toujours, a-t-il murmuré. J'ai beaucoup lu. Notre vie était presque parfaite, à s'y méprendre. Juste après l'obtention de son diplôme, Brad a décroché un bon emploi. Il était constamment promu, et j'étais plus heureuse que jamais. Je ne veux pas minimiser ces années ni sous-estimer leur importance pour moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point j'étais heureuse durant notre première décennie ensemble. Je ne pourrais pas décrire à quel point le fait d'avoir des enfants a enrichi ma vie. Je ne partage pas les détails de ces années parce qu'elles n'ont rien à voir avec ma chute. En fait, vous racontez les années ne feraient que vous embrouiller sur les motivations qui ont mené à ma chute. Je sais quelles ont été mes erreurs, ou plutôt, mes crimes. Je sais pourquoi je suis tombé. Je n'ai pas fait suffisamment confiance à Brad. Ce que j'aimais le plus chez Brad, c'était que, malgré sa nature réservée, il ne m'a jamais caché ses sentiments les plus profonds. Il partageait ses vulnérabilités et ses insécurités avec moi d'une manière qu'il ne faisait avec personne d'autre. Bien que naturellement discret, il s'est ouvert entièrement à moi. Pendant longtemps, je n'avais rien à cacher. Ma vie était un conte de fées. Ma famille était merveilleuse. Brad ne m'a jamais traité différemment d'une partenaire à part entière. J'étais impliqué dans chaque décision qui affectait nos vies. Peu importait qu'il gagne 5 fois plus que moi ou qu'il gère mieux nos finances. Il cherchait toujours mes conseils et mon approbation. La plupart du temps, cela me faisait me sentir spécial, mais parfois je me sentais inadéquate, comme si je ne faisais pas ma part du marché. Je n'ai jamais partagé cela avec Brad. Si je l'avais partagé, je n'aurais jamais ruiné ma vie. Il m'aurait aidé. Je sais qu'il m'aimait tellement. Il m'aurait aidé à me sentir complète. Cette petite insécurité a grandi et grandi au fil des ans. Peut-être était-ce lancinant. Quoi qu'il en soit, au moment où les enfants sont allés à l'école, j'étais mal dans ma peau. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui me donnerait un but indépendant. Je ne cherchais pas un amant, loin de là. J'aimais mon mari. Dans la chambre, j'étais plus que satisfaite. Notre vie était passionnée, bien que peut-être un peu routinière. C'était principalement de ma faute. Je savais que mon mari voulait être un peu plus expérimental, ce qui est probablement le bon mot, mais je me disais pourquoi gâcher quelque chose de bien. Non, je voulais me sentir l'égal, pas seulement être traité comme son égal. Alors, j'ai trouvé un emploi et j'ai annoncé que je l'avais accepté. J'avais tout planifié. J'étais entièrement préparé à défendre mes raisons de vouloir ce poste. Notre discussion n'a duré que quelques secondes.
Je pense que c'est merveilleux, Catherine. Tout ce qui te rend heureuse. Et cela a fonctionné. J'ai résolu mon problème seul. Je n'avais besoin d'aucune aide. La pure vanité de mes pensées durant ces premiers mois m'a rendu malade par la suite, mais c'était excitant à l'époque. Je me sentais comme si je pouvais aller dans le monde en tant que femme indépendante et confiante. L'ambiance dans notre bureau pouvait être qualifiée de flirteuse au mieux. Elle pouvait être décrite comme un repère de débauche au pire. Mes collègues, hommes et femmes, étaient jeunes, décomplexés et énergiques. Il y avait quelques aventures de bureau entre eux. Il n'y avait pas de relation sérieuse. Personne ne semblait le cacher ni y voir de mal. Mon patron était probablement le pire du lot. Alan Henderson était un homme plutôt beau, bien que pas exactement mon type. Les gens le taquinaient toujours, disant qu'il ne pouvait pas garder une fille, et le félicitant pour une autre conquête. Je ne me suis pas précipité au lit avec le premier homme qui m'a dragué. En fait, je l'ai sèchement éconduit. Mais cela m'a fait me demander si Brad et moi ne manquions pas de quelque chose dans nos vies. Notre groupe d'amis était plutôt discret à ce sujet. Il n'y avait pas une seule conversation dans notre quartier qui se rapproche même du déferlement quotidien que j'entendais au bureau. Après notre première fête de Noël d'entreprise, quand j'ai présenté Alan à Brad, ma vie a changé pour toujours. Je pouvais dire qu'ils ne s'aimaient pas. Même s'ils faisaient semblant de bien s'entendre, j'ai arrêté de parler à Brad de mon travail et n'ai jamais mentionné Alan. Je pouvais voir que mon travail et mon patron le dérangeaient. Après cette nuit-là, j'ai remarqué que les choses avaient également changé au bureau. Alan a commencé à me prêter beaucoup d'attention, louant mon travail en public et me demandant comment j'allais. Il a commencé à me demander de déjeuner avec lui. Nous avions toujours de longues discussions sur notre dernier projet. Il a commencé à me demander mon avis de plus souvent. Puis il posait quelques questions personnelles et nous terminions la conversation pour nous remettre au travail. Il a aussi commencé à me complimenter sur mon apparence. Avec le recul, je peux dire qu'il a travaillé sur moi pendant des mois et que je l'ai bu comme du petit lait. Je ne me souviens plus de la série exacte d'événements qui a mené à cela. C'est avec le plus profond regret que j'admets en avoir apprécié chaque minute. La séduction habile d'Alan me faisait ressentir des émotions désirables que je croyais disparues depuis longtemps. Des années plus tard, en analysant mon comportement, j'ai réalisé la profondeur de ma trahison. Je ne sentais pas que Brad me désirait parce que je ne lui donnais rien à désirer. Je savais quel genre d'homme il était. Il ne ferait jamais rien qui me mette mal à l'aise. J'étais sa véritable partenaire et amante chérie, pas sa petite amie pour le plaisir, mais il était très perspicace. Le moindre indice de ma part aurait suffi. Le moindre signe que je voulais autre chose aurait eu des conséquences dramatiques. Une analyse douloureuse de ma vie conjugale a révélé que Brad cherchait manifestement avec prudence la moindre occasion de dynamiser nos vies, et je l'ignorais, alors que c'est pour Alan, j'ai terriblement honte de l'admettre, que j'ai fait tout cela et bien plus encore. Il s'est avéré que je n'étais rien pour lui. Je me suis trop investi dans ma relation avec Alan avant de réaliser la vérité. J'ai tout donné à Alan pour son anniversaire. Le contraste avec Brad était frappant et a changé ma façon de penser presque immédiatement. Alan ne m'aimait pas et je faisais une terrible erreur. J'ai dit à Alan que notre liaison était terminée dès le lendemain. Il a ri et m'a poussé hors de son bureau. Le paquet était sur mon bureau quand je suis revenu du déjeuner, avec une note m'indiquant de me rendre dans le bureau d'Alan à 17h30. Le contenu du paquet garantissait ma docilité. Les photos qu'Alan possédait sont devenues un verrou qui m'a enchaîné à lui et à l'enfer qu'allait devenir ma vie pendant l'année et demie suivante et au-delà. M'amuser avec mes 2 collègues qui m'attendaient dans le bureau d'Alan était très agréable comparé à ce que j'aurais à faire pendant ces 18 mois. Disons simplement que j'étais le divertissement de l'entreprise et qu'Alan était mon maquereau, et je le détestais presque autant que je me détestais moi-même. J'ai fait de mon mieux pour trouver une issue et j'ai continué à échouer. Ce n'est que lorsque je n'ai plus pu accepter l'immoralité de mes actions que la solution à mes problèmes est venue d'elle-même. Quand on m'a demandé de divertir un client particulier dans une salle de conférence pleine de monde, j'ai réalisé que j'en avais assez. J'avais trouvé la solution qui m'avait échappé si longtemps. C'est avec courage que j'ai dit à Alan que j'en avais assez et que je me fichais à qui il montrerait les photos. Il a juste ri et c'était fini. Je me suis senti tellement stupide. Je dois dire que quand je me suis réveillé de mon cauchemar, j'ai été surprise par l'état de notre maison. Brad et les enfants semblaient très bien se débrouiller sans moi. Au fond de moi, je pensais qu'ils auraient du mal à faire face à la vie sous le genre de négligence que je leur avais imposée.
Mais il s'est avéré que c'était exactement le contraire. Il semblait que je n'étais pas du tout nécessaire. Brad maîtrisait clairement la situation. Il avait une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements et ressemblait à un cadre supérieur qui réussit. Je me suis senti affreuse quand j'ai réalisé combien de temps j'avais négligé ma famille. J'ai décidé sur le champ que je leur consacrerais à nouveau ma vie et que je ferais tout ce que je pouvais pour réparer ma trahison. Mais une distance s'était créée entre nous, qui n'avait jamais été là auparavant. Je me suis souvent demandé combien de temps cela durait. Brad n'a jamais élevé la voix contre moi. Nous ne nous sommes jamais disputés, mais il me traitait comme une intruse. J'ai décidé que je devais faire les premiers pas. J'ai essayé de le séduire. Rien n'a fonctionné. Il me touchait à peine. Après quelques mois, j'ai examiné l'état de notre mariage. Pas d'intimité, pas de communication. J'ai décidé que je ne pouvais pas vivre comme ça. J'ai suggéré une thérapie de couple. Alors Brad a arrêté de me parler. Je ne veux pas dire qu'il a cessé de me faire confiance. Il a juste arrêté de parler. Pas un mot pendant des semaines. J'étais à cran. Quand mon anniversaire est arrivé, j'ai laissé monter un peu d'espoir. Après tout, il ne pouvait pas m'ignorer le jour de mon anniversaire. Mon Dieu, comme j'avais tort. Quand je suis rentré du travail, j'étais prête à découvrir ce que ma famille avait prévu, mais j'ai trouvé la maison vide. La seule chose sur la table de la salle à manger était une petite boîte emballée. J'ai réalisé ce que c'était avant même de l'ouvrir. Quelques années plus tôt, j'avais oublié l'anniversaire de Brad. Paniqué, j'avais trouvé une montre bon marché dans un magasin d'une rue voisine. J'avais l'intention de corriger mon oubli plus tard, mais je ne l'ai jamais fait et j'ai fini par l'oublier. Mon cadeau était une erreur, mais le sien était calculé. Quand je suis allé me coucher, j'étais furieuse. Éloigner les enfants de moi le jour de mon anniversaire était tout simplement cruel. Je ne pouvais pas croire qu'il m'ait fait ça. Le cadeau était déplacé. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas du tout. Le symbolisme aurait dû suffire. Brad n'était pas un homme méchant. Mais il devait l'être, car sa réaction n'a pas été celle à laquelle je m'attendais. Pas de cris, pas de questions. D'accord. C'était tout. Le vendredi suivant, il a reçu ma requête en divorce. Ce week-end-là, Brad était de meilleure humeur. Mais s'il essayait de corriger son comportement récent, il était trop tard. Je n'étais pas d'humeur à la réconciliation. Il m'a même dit au revoir à la porte quand je suis parti travailler le lundi matin. Trop peu, trop tard, ai-je pensé. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème. Mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Mon patron, le président de la société, et notre avocat d'entreprise se disputaient dans la salle de conférence. Des poings pleins de papier étaient agités dans tous les sens. J'étais tellement occupé à observer cette hystérie que je n'ai pas remarqué l'homme qui m'attendait près de mon poste de travail. Il m'a prise par surprise quand il a parlé. Catherine Smith. Oui, vous recevez un acte de procédure. L'homme m'a tendu une énorme enveloppe, m'a prise en photo et est parti. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir, encore moins de regarder le contenu de l'enveloppe. Dès que l'homme est parti, l'agent de sécurité et la responsable des ressources humaines se sont tenus devant moi. Madame Smith, vous êtes suspendue en attendant une enquête pour des accusations de comportement inapproprié sur le lieu de travail. Veuillez rassembler vos affaires personnelles et quitter le bâtiment. C'était humiliant de devoir ramasser mes affaires sous le regard de mes collègues. C'était encore pire quand j'ai été escorté hors du bâtiment. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. À peine avais-je eu le temps de quitter le parking que mon téléphone a sonné. C'était mon avocate. Avant même que je puisse dire bonjour, elle m'avait déjà fait savoir que, retenir des informations importantes, et, la faire passer pour une idiote, étaient les seuls mots qui avaient un sens. J'ai conduit en silence jusqu'à la maison. Quand je suis arrivé, la maison était à nouveau vide. Je n'avais aucune idée de l'enfer que j'avais déchaîné jusqu'à ce que je me calme suffisamment pour me souvenir de l'enveloppe. La contre-requête de Brad était accablante. Presque toutes mes aventures extra-conjugales étaient documentées. Il n'y avait pas d'argent. Il avait dépensé presque toutes nos économies. Le mot qui m'a le plus frappé était « adultère ». Je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Puis j'ai essayé d'appeler mes parents. J'avais besoin de soutien. Mon père m'a insulté et m'a raccroché au nez.
Il n'avait pas besoin de m'expliquer pourquoi il pensait ça. Je le savais déjà. Les 7 jours suivants m'ont semblé les plus solitaires de ma vie. Mais des années plus tard, je m'en souviendrai avec tendresse comme des bons jours. Brad avait laissé un mot que j'ai trouvé plus tard, disant qu'il avait emmené les enfants faire du camping et qu'il serait de retour le dimanche. Ce premier soir, mon amie Rebecca a appelé vers 19h pour savoir comment j'allais. Elle a dit que Brad lui avait envoyé un DVD et que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dessus. Au cours des jours suivants, mon avocate a détaillé le désespoir de ma situation. J'étais licencié pour faute grave. Mon entreprise, plusieurs clients et tous mes partenaires étaient poursuivis en justice. Je perdrais la garde de mes enfants. Je perdrais tout. À ce moment-là, j'étais prête à tout pour que Brad arrête toutes les poursuites. J'ai essayé de me préparer à son retour. Malheureusement, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Quand la famille est rentrée, j'étais un désastre. Les enfants sont passés devant moi comme si je n'étais même pas dans la pièce. Brad est entré quelques minutes plus tard, une bière à la main. L'air de s'en ficher complètement, je me suis à peine forcé à parler. « Tu vas me ruiner. » La haine pure dans sa voix m'a détruite. Dieu, j'espère bien. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet de notre histoire en tant que mari et femme, il m'a insulté. À ce moment-là, je ne lui parlais même pas. Je pensais juste à voix haute, mais Brad s'est lancé dans une tirade qui a duré plusieurs minutes. Chaque mot me déchirait. J'ai pleuré. Puis il s'est levé et a quitté la pièce. Je peux honnêtement dire que je n'ai pas abandonné. J'ai essayé de faire fonctionner les choses avec Brad, mais il ne voulait pas me parler. Je me demandais comment Brad et les enfants s'en sortaient sans argent, mais ça semblait aller. Parfois, je me faufilais pour le regarder les déposer ou les chercher à l'école. Je ne pouvais pas trouver de travail et je recevais des allocations chômage. Mes parents ne voulaient plus me parler. J'avais besoin d'un endroit où vivre et j'ai commencé à aller d'amis en amis, surtout des hommes divorcés. Personne ne voulait me garder longtemps. Un jour, tout allait bien et le lendemain, ils voulaient que je parte. Sur les conseils de mon avocate, j'ai commencé à consulter un thérapeute. Elle pensait que si je me repentais de mon comportement et cherchais de l'aide professionnelle par moi-même, cela m'aiderait au tribunal. J'avais très peu d'espoir. J'ai pu travailler sur certaines choses, dont la plupart que je vous ai racontées, mais le meilleur conseil que ma thérapeute m'ait donné fut à la fin de nos séances. Son conseil était de fuir très, très loin. Je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de me répondre. Cela aurait pu être un appel téléphonique, un email, ou même l'une des douzaines de lettres que j'avais envoyées. Mais pour une raison ou une autre, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé un colis de Brad qui m'attendait. J'ai immédiatement reconnu la boîte cadeau standard du magasin. La carte m'était adressée d'une manière plutôt vulgaire. J'ai tout compris. Il savait presque tout. Il me haïssait vraiment et avait une suggestion très spécifique sur la meilleure façon dont je pourrais utiliser mon temps. Je ne sais pas pourquoi la réalisation qu'il savait ma trahison volontaire était tellement pire, mais c'était le cas. J'ai pleuré à chaudes larmes. À l'époque, je logeais chez l'ami d'un ami d'un ami, un homme respectable nommé Robert. Je pense qu'il voulait que notre relation soit plus qu'une simple colocation. Quand il est entré dans la pièce pour voir ce qui se passait, j'ai réalisé qu'il avait bu. Quand il a vu le colis, il est devenu furieux et a détalé par la porte avant que je ne puisse l'arrêter. J'étais inquiète quand Robert n'était pas rentré quelques heures plus tard. J'aurais dû l'être. Les infirmières de l'hôpital n'étaient pas loquaces, mais elles connaissaient la majeure partie de l'histoire. Apparemment, Robert était allé confronter Brad. Brad l'avait presque battu à mort. Son visage était défiguré. Il avait une commotion cérébrale, plusieurs blessures internes et une hanche gauche brisée. J'étais terrifié. Mes problèmes contaminaient maintenant ceux qui m'entouraient. Lors de ma séance suivante, j'ai raconté l'histoire à ma thérapeute. Elle a commencé à me poser des questions sur Brad. Je lui ai dit tout ce que je savais. Il était fils unique. Il n'avait pas de famille. Il était orphelin adolescent. Je lui ai parlé de notre jeune amour, de sa dévotion envers moi et les enfants. Je lui ai parlé de ses actions pendant les 2 années où il aurait dû savoir mon infidélité et mon comportement ultérieur. Et je lui ai raconté ce que Brad avait fait à Robert. Quand j'ai terminé, elle avait l'air terrifiée. Vous devez fuir d'ici aussi loin que possible. Laissez-le tranquille. Ne l'appelez pas. Ne lui écrivez pas.
Ne lui faites pas savoir où vous êtes. Il n'y a aucun espoir de réconciliation. N'essayez même pas passer à autre chose. Si vous le poussez à bout, le résultat le plus probable est qu'il vous tuera. Vos actions ont clairement brisé un homme dont l'équilibre mental est fragile. Il a enduré déception après déception toute sa vie. Il ne vous pardonnera jamais. Il n'oubliera jamais. Fuyez. Et j'ai fui. J'ai fui les souvenirs de ma vie parfaite pour une ville universitaire en Virginie où j'ai trouvé un emploi. Quelques années plus tard, j'ai trouvé un homme qui pouvait me tolérer et ignorer mon passé. La meilleure chose que je puisse dire de lui, c'est qu'il ne sentait pas mauvais et ne me frappait pas. Il n'y avait pas d'amour entre nous, juste une relation amicale. Je suis sûr que cela faisait partie de ma punition. Mes enfants m'ont contacté quand ils ont été plus âgés juste pour dire bonjour et me faire savoir qu'ils étaient vivants et qu'ils savaient que je l'étais aussi. Ils n'ont jamais demandé à me voir ou à jouer un rôle significatif dans leur vie. Brad a prospéré sans moi. J'ai suivi ses nouvelles autant que je le pouvais. Il a toujours été une superstar dans l'industrie du logiciel et avait une fortune colossale pour le prouver. Il n'y avait presque rien d'écrit sur sa vie personnelle. Je l'ai revu une dernière fois au mariage de ma fille. J'ai été surprise d'être invitée. Il était magnifique. Il ressemblait à l'homme qui possédait mon cœur et que j'avais trahi. J'avoue que j'ai été un peu surprise quand il s'est approché de moi pour ses derniers mots. Au fait, c'est toi qui as ruiné ma vie en premier. Il a fixé ma simple alliance. À ce moment-là, j'ai regretté de n'avoir jamais porté quelque chose de plus significatif à mon doigt. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rend heureux. Et puis il est parti.